Voici Tam Tam Tropical, votre émission d'information et de débat sur l'Afrique et sa diaspora, conçue et présentée par Juvénal Noël. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam Tam Tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël. Cindy boss, si chalosi, dance, dance. Ye faba vubu kemvumulo, ye faba vubu kemvumulo. Akalero kansonga, kakubye ndi mu mudu ya Kigoma. Sagala nyombo, kubanga eno sawa ya ndongo. Bagambye sagala nyombo, eno sawa ya Kigere. Wamasembera. Mulamu basoba jangu tetale byansi byakoleka lekanzine nenzina mu mama mulamu bwa kiseera ate omuziki zuri sana lekanzine nenzina mu mulamu bwa kiseera ate omuziki tamu sana nze sichalosi nze sichalosi ndi boss sichalosi dance dance abange buno bulamu bumpi zenkugambe kali mundeke nange bwenzijukira mu kyenvudde. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous allons directement au Tchad où 10 candidats de l'opposition décident de s'allier en cas de second tour. Également, nous resterons au Tchad où M. Kebzabo, qui est le leader de l'opposition tchadienne, veut une enquête indépendante sur le vote des militaires disparus. Au moins 345 cas de torture et mauvais traitements ont été enregistrés cette année au Burundi, dénoncés par l'Organisation des Nations Unies, imputés des forces de sécurité gouvernementales. Ces nouvelles et bien d'autres vont être développées dans ce magazine. Pour en savoir davantage sur les morts du Tchad, ce soir nous sommes avec Florent Gel. Il est le responsable Afrique de FIDH, entendu, la Fédération internationale des droits de l'homme. Florent Gil, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien, merci et vous? Très bien, merci. Merci encore une fois de plus d'avoir accepté notre invitation pour comprendre ce qui se passe au Tchad. Comment est-ce possible que depuis le 9, près d'une soixantaine de soldats tchadiens aient disparu? C'est une question importante, mais oui, il ne vous est pas étranger que l'armée tchadienne a à faire face à plusieurs défis. D'abord, le contexte qui rend les autorités extrêmement tendues. On a pu le voir parmi les populations et la présence extrêmement forte des services de sécurité, y compris de l'armée. Le Tchad fait aussi face aux défis au niveau du lac Tchad, de l'antiterrorisme et notamment de Boko Haram. Et également c'est associé à des divisions internes. Et on a aussi beaucoup parlé de risques de coup d'État, et etc. etc. Mais Florent Gil, c'est vrai que c'est très tendu depuis, même avant les élections présidentielles au Tchad. Quelles sont les informations que vous avez aujourd'hui par rapport aux soldats tchadiens disparus?
On en a très peu et ils sont justement disparus. C'est ça la question. Ce qui nous laisse pas mal d'hypothèses en place. C'est ce que je vous avais évoqué aussi. C'est le fait que est-ce que ce sont le régime qui a fait disparaître ou pas ces soldats pour des raisons contre coup d'État, des raisons ethniques. Vous savez aussi que l'armée est traversée par des tensions qui sont assez importantes. Et malheureusement, ce n'est pas les premiers cas de disparition au sein de l'armée. Il y a des témoignages qui s'accumulent sur des règlements internes également. Alors, au niveau de la Fédération internationale des droits de l'homme, aujourd'hui, est-ce qu'il y a une possibilité de diligenter une enquête? Écoutez, oui, bien sûr, c'est tout à fait intéressant. Le problème, c'est qu'on est face à une multitude de situations dans l'Afrique qui non seulement à la FIDH mais à son réseau. Il ne vous est pas étranger aussi que la FIDH a des organisations partout dans toute l'Afrique qui ont aussi pour mandat d'enquêter sur ces questions. La FIDH a beaucoup enquêté sur le Tchad, notamment sur les exactions qui ont eu lieu en 2008 à la suite des coups d'État. On a enquêté aussi sur les disparitions de Ibn Mohamed Saleh. On essaye aussi de se mobiliser avec la société civile sur les atteintes qui sont faites aux défenseurs des droits humains et à la société civile. Actuellement, plusieurs de nos collègues sont en détention au Tchad, d'autres ont été libérés mais avec des charges à leur encontre. Donc vous voyez, il y a énormément de sujets. La question aussi des viols qui sont réalisés par des dignitaires du régime à l'encontre de jeunes femmes, qui semble être une pratique courante, même si on connaît ce phénomène déjà depuis la dictature d'Idriss Déby, qui utilise Hissène Habré, qui utilisait également ce type de moyens pour punir ses adversaires politiques. Bref, le Tchad en tout cas est extrêmement sous tension interne. Et une des raisons de ces tensions internes, c'est aussi le manque de liberté interne. Imaginez-vous, c'est le troisième, quatrième mandat, cinquième mandat même d'Idriss Déby. Le Tchad, depuis le multipartisme de 90, n'a connu que Idriss Déby. Donc où est le multipartisme? Où est l'alternance au pouvoir? Ce manque de démocratie interne provoque des tensions extrêmement fortes dans la société, au Tchad comme ailleurs d'ailleurs, et fait en sorte que de tels règlements de compte peuvent arriver. Voilà, c'est pour ça que je reste très prudent sur les disparitions des soldats, mais on parle beaucoup de coups d'État. Il y a plusieurs options qui sont possibles, mais effectivement, il faudrait qu'on soit en mesure de pouvoir mener des enquêtes, y compris sur la disparition des soldats, puisque les soldats, c'est aussi le peuple, et puis c'est aussi expressif de ce qu'est un régime et comment elle l'est, quoi. merci. Pour vous dire qu'on Oui. enquête sur le terrain, je suis moi-même actuellement au sud du Niger pour enquêter sur les crimes de Boko Haram, qui ne sont pas sans relation avec le Tchad. Donc vous voyez que la FIDH est aussi sur le terrain aux côtés de ses organisations membres dans tous les pays d'Afrique. Une fois de plus, merci Florent Gel pour votre contribution. Donc précisez effectivement que c'est depuis l'Afrique que vous avez pu nous joindre, où effectivement vous parcourez ces zones qui sont très très tendues aujourd'hui. Merci. Merci à vous. Merci. Bonne journée à vos auditeurs. Au revoir. Merci, au revoir. Bien, c'était donc cette information fort préoccupante sur le Tchad, où je rappelle donc actuellement on a plus de 60 soldats disparus. D'après donc les informations de nos confrères, de ces soldats qui n'auraient pas respecté les consignes de vote durant le premier tour de l'élection présidentielle. Nous allons directement au Congo. Nous restons sur la sous-région Afrique centrale. Nous allons directement au Congo-Brazzaville, où l'Organisation de défense des droits de l'homme, Amnesty International, a affirmé hier lundi que l'armée gouvernementale de la République du Congo a bombardé des zones résidentielles à la suite des élections controversées du mois dernier. L'ONG a indiqué que des raids aériens ont été menés dans la région du Poul, au sud-ouest de Brazzaville, la capitale. Selon les témoins, des hélicoptères ont largué au moins 30 bombes sur l'ancienne résidence du chef du Ninja, un groupe armé.
il n'a pas été possible d'obtenir une réaction du gouvernement. Les autorités ont accusé les ninjas d'avoir mené les attaques contre la police et les bases militaires après l'élection controversée. Denis Sassou Nguesso, l'un des plus anciens dirigeants au pouvoir en Afrique, a été réélu, rappelons, à l'issue d'un scrutin dont le déroulement a été dénoncé par l'opposition. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Retour dans ce 91.5 de Radio Pluriel. Nous émettons depuis la ville de Saint-Priest. Nous allons directement au Comores où le second tour des élections présidentielles s'est déroulé la semaine dernière. Il s'est déroulé de manière beaucoup plus apaisée, même si on a noté des heurts dans plusieurs régions comme à Moroni. Et ce soir, pour en parler, nous sommes avec monsieur Ahmed Abdou. Bonsoir. Ahmed Abdou depuis Marseille. Oui, je vous le reçois. Alors, vous êtes vice-président du parti Alors, j'ai peur d'écorcher. C'est Joula? Doua, merci. C'est vrai que, apparemment, vous êtes satisfait de l'élection, mais il y a beaucoup de contestations autour de ces élections. Merci beaucoup d'abord d'avoir recevoir dans votre antenne. Je vous en prie. C'est en direct. Et là, je peux vous dire comme quoi le peuple comorien, ils ont voté massivement le 10 dernier. Ils ont prévu comme quoi le président doit être élu ou bien, parce que là on attend toujours le résultat des cours constitutionnels, c'est M. Azali Assoumani. Voilà, parce que le peuple comorien, ils ont dit que Azali Assoumani incarne cette fois-ci, mais pas le candidat du pouvoir. Mais cependant, il y a quand même de nombreuses... Vous semblez satisfait, cependant, les autres candidats ne sont pas d'accord sur les résultats. Quel candidat? Il y avait trois candidats. Oui. Qui étaient aux primaires, ils étaient 25. Ils ont retenu 3. Comme nous, on avait notre candidat qui est passé, mais c'est le pouvoir en Afrique. Ils ont fait ce qu'ils voulaient. Ils ont rejeté notre candidat, c'était Fami Sedi Ibrahim, qui était en deuxième position dans notre calcul. Ils l'ont mis, le candidat du pouvoir, c'est Mohamed Ali Souali. Et les candidats du pouvoir encore, qu'ils étaient en train les trois étaient coude à coude et Mouni Baraka. Ils ont exclu notre candidat. Et que là, le peuple comorien, ils ont dit pour le deuxième tour, ils vont voter le candidat d'opposition, c'était les Azali Assoumani. Comment vous pouvez dire comme quoi les autres candidats et que toutes ces candidatures, tous ces gens-là, ils ont que 1% et 2%, tous ceux qu'ils ont rallié avec les candidats du pouvoir. Parce qu'il y avait zéro. Selon nos informations, le candidat du pouvoir de Mamadou a saisi la Cour constitutionnelle pour demander une annulation partielle des résultats provisoires de la présidentielle. Donc, oui, allez-y. Déjà, dans notre constitution, on ne peut pas annuler une vote partielle. Si vous voulez annuler tous ces votes-là,
on va revenir. Mais il ne peut pas, parce qu'avec 2 villages ou 3 villages qui n'ont pas voté, pour dire comme quoi il faut annuler, non. Nous, on ne fait pas de vote dans notre constitution. Au Comores, on ne peut pas faire une vote partielle. On fait le vote dans l'ensemble du pays. On ne peut pas, parce que si c'était une primaire qui était fait c'était le 21 février, oui. Mais un vote de toute l'île, de l'ensemble des Comores, il faut le faire ensemble. Permettez que je vous coupe. Voyez-vous, le candidat du pouvoir a annoncé avoir déposé un recours devant la Cour constitutionnelle des Comores pour lui demander, d'une part, de surseoir aux résultats rendus, d'autre part, d'organiser des élections partielles. Donc, Mohamed Ali Souali estime que 23 bureaux de vote sur 400 en juin, l'une des 3 îles de l'archipel des Comores, dont ne sont pas exprimés, et précisant que ces bureaux lui seraient favorables. Donc, il réclame donc des nouvelles élections partielles dans ces localités. Voilà des informations que nous avons. Oui, c'est ça ce qu'il a réclamé. Oui. Mais moi, ce que je demande encore, oui. et il faut qu'on retourne encore avec les élections, les primaires qui s'est passé à la Grande Comore. Oui. Parce que même ces élections-là, ils ne sont pas passées convenablement. Et même, on a demandé pour faire des comptes et ils ne veulent pas. Ils ont dit c'est passé. Pourquoi aujourd'hui, ils disent comme quoi il faut compter, il faut revoter? Non. Ça se fait pas. Parce que nous, si on voulait faire des élections, il faut le refaire en tout, mais pas des votes partiels, parce que dans nos constitutions, cela n'est pas autorisé. Merci beaucoup, Monsieur Ahmed Abdou, pour votre éclairage et au plaisir de vous retrouver très prochainement. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Bonsoir. Donc, c'est donc M. Ahmed Abdou qui est le vice-président du parti Joie en Marseille, ici en France. Retour dans ce 91.5 de Radio Pluriel et nous repartons directement au Niger pour retrouver notre invité de ce soir qui est M. Florent Gel du FIDH, entendu, Fédération Internationale des Droits de l'Homme. Monsieur Florent Gel, bonsoir. Une fois de plus. Bonsoir. Avec vous, on va parcourir un tout petit peu le continent et on va dans la région des Grands Lacs au Burundi. Au moins 345 cas de torture et de mauvais traitements ont été enregistrés cette année au Burundi par l'ONU qui déplore donc le recours généralisé à ces pratiques par les forces de sécurité gouvernementales agissant en totale impunité. Vous qui avez fait un voyage dans ces zones-là il y a quelques jours, quelles sont les informations que vous ramenez de là-bas? D'abord, effectivement, on a mené avec la FIDH et son organisation membre ITK une mission d'une dizaine de jours au Burundi, à Bujumbura et puis aussi en Ouganda pour entendre des témoignages de victimes, enquêter sur des crimes. Et effectivement, le Haut Commissariat, comme vous le soulignez, des Nations Unies parle de 345 nouveaux cas de torture. Il s'agit de cas documentés par les Nations Unies. En fait, la torture est utilisée de façon systématique et généralisée par les services de sécurité aujourd'hui au Burundi. C'est une situation qui nous inquiète extrêmement dans son potentiel explosif et même, et c'est extrêmement rare que la FIDH parle de ça, mais même des dynamiques qu'on a qualifiées de génocidaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la logique du régime qui est en place, c'est d'exclure toute une partie de la population, en l'espèce les Tutsis, et de considérer que les Tutsis sont un pouvoir potentiellement oppresseur, sont en capacité de reprendre le pouvoir aux Hutus, et que à ce titre-là, il faut les faire soit disparaître, soit les pousser à fuir pour sauver, entre guillemets, la démocratie burundaise et la démocratie, donc, entre guillemets, Hutu. Donc vous voyez que la dynamique politique est extrêmement grave. Elle est sous-jacente aussi des crimes extrêmement graves qui y sont commis, puisque on parle de cas de torture, mais on a depuis 1 an que la crise a débuté, puisqu'on va fêter pratiquement ce triste anniversaire des 1 an du soulèvement contre le 3e mandat. On a environ 700 morts depuis 1 an. On a aussi enregistré des centaines et des centaines de disparitions forcées, peut-être même presque 800. Certaines sources nous confirmaient le chiffre de 800 disparus. En fait, des personnes qui sont arrêtées, qui sont torturées dans des lieux de détention, y compris des lieux de détention secrets, et qui sont exécutées et qui sont enterrées à la va-vite. On a vu qu'il y avait des fosses communes. Donc tous ces phénomènes sont plus qu'extrêmement inquiétants et peuvent également se radicaliser en de solutions. Florent Gel, excusez-moi de vous couper. Florent Gel, est-ce que vous m'entendez?
Oui, je vous entends. Vous qui êtes un militant des droits de l'homme aujourd'hui et vous êtes un observateur très averti dans ces zones-là, comment expliquer que la communauté internationale se limite, je dirais se limite, oui, aujourd'hui on a entendu que les communiqués, mais elle n'arrive pas à agir de manière efficace pour arrêter cette torture-là? La communauté internationale a pour le moment presque complètement abandonné le Burundi. Elle est dans une situation absolument honteuse où les Nations Unies se renvoient la balle avec l'Union africaine et aucun des deux ne sont en capacité de prendre les dispositions qui s'imposent et de faire en sorte de venir en soutien aux populations burundaises et d'arrêter les exactions extrêmement graves qui sont commises. Chacun s'envoie la balle. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Comment expliquer cela? La multiplication des crises, le fait aussi que le pouvoir burundais est dans une logique nationaliste extrême, c'est-à-dire qu'il ne veut aucune ingérence internationale, et on le comprend puisqu'il veut pouvoir réprimer en silence, et utilise d'ailleurs une histoire douloureuse pour les Hutus, parce que les Hutus ont été très durement massacrés, notamment en 72, en 90, etc., etc. Mais les crimes des uns n'excluent pas les crimes des autres, et donc et n'excusent pas les crimes des autres. Et donc à ce titre-là, on a une situation politique qui est extrêmement bloquée, où l'opposition veut conserver le pouvoir, et je vous l'annonce, le gouvernement en place, le président Nkurunziza, va tenter cette année de modifier la Constitution pour rester indéfiniment au pouvoir. Donc il y a une question de pouvoir, il y a une question aussi de logique, d'exclusion d'une partie de la population, en l'espèce les Tutsis, et il y a une logique répressive extrême qui, je le crains, va s'étendre progressivement à tout le pays, alors que pour le moment, elle est concentrée sur Bujumbura, la rebelle, entre guillemets. Florent Gilles, j'entends ce que vous dites, mais ce qui est fort préoccupant, c'est qu'effectivement, ça reste des discours, mais sans action. Quand il vous arrive, vous êtes un militant de droits de l'homme, vous êtes un homme de terrain aujourd'hui, c'est ce que vous êtes, et il vous arrive aussi d'être dans les couloirs des conférences assez importantes. Qu'est-ce qui se dit? Qu'est-ce qui peut vraiment justifier le fait qu'il n'y ait pas une action concrète de terrain? Il y a la multiplication des crises, la Syrie, le Soudan du Sud, le Congo, etc., etc. Et puis il y a cette excuse qui est aujourd'hui de dire que le Conseil de sécurité des Nations Unies doit avoir comme leader les grands de ce monde africain. C'est une double excuse. À la fois, la FIDH, elle est pour l'indépendance des peuples et pour l'autonomisation de la politique africaine. Donc arrêter aussi avec la néocolonisation et le fait que les grandes puissances dirigent tout dans le monde, mais elle est aussi contre les violations des droits de l'homme. Et aujourd'hui, c'est pas parce qu'on est panafricain et pro-africain que on est pour autant pour tous les présidents qui sont en place depuis des années, parfois même des dizaines d'années. Mais au nom de ce principe de non-ingérence de la communauté internationale dans les affaires africaines, aujourd'hui, l'Union africaine n'arrive pas à trouver un leadership où les chefs d'État se protègent les uns avec les autres. Comment un chef d'État comme Idriss Déby, comme Denis Sassou Nguesso, que Biya, ou même pour prendre les États de la sous-région, Museveni, etc., qui sont au pouvoir depuis des dizaines d'années, vont dire à Pierre Nkurunziza, c'est pas bien d'avoir essayé d'avoir fait un troisième mandat. Ils ne le peuvent pas politiquement, et c'est ce qui empêche la communauté internationale à agir. Et elle ne voudra agir quand il sera trop tard, quand les grands massacres auront commencé. Pour autant, les populations aujourd'hui de Bujumbura et du Burundi vivent dans la terreur, vivent dans la peur. Et je vous dis ça, j'ai rarement vu ça dans mes 15 ans d'expérience à la tête du bureau Afrique de la FIDH en Afrique. J'ai rarement vu une peur aussi importante dans les yeux des gens. Ce qui me dérange, ce qui nous dérange, il n'y a pas que moi, le comité de rédaction de l'émission Tana Tropical, c'est de dire, il y a une espèce d'attentisme, il y a une espèce de léthargie même à agir. Ça fait 1 an qu'il y a des tueries, des massacres. Et cela m'amène à poser la question de savoir aujourd'hui, vous, en tant que militant des droits de l'homme, outre le fait de faire de pression via les médias, est-ce que vous avez d'autres moyens pour bousculer un peu les décisions? Non, les médias sont très importants parce qu'ils sont notre vecteur et notre relais premier quand on essaie de tirer la sonnette d'alarme. On rencontre évidemment les
les diplomaties influentes, les organisations internationales, et on leur tient ce discours qu'on vous tient aujourd'hui. Et on leur donne des listes de personnes qui aujourd'hui commettent ces violations des droits de l'homme. On leur dit prenez des sanctions individuelles contre ces individus, mettez de la pression contre le régime de Nkurunziza, ça évitera peut-être ces actes de crimes de masse ou peut-être même de génocide que l'on craint à devenir dans le futur. Et donc nous sommes dans une certaine forme d'impuissance, je ne vous le cache pas, tout en se disant que on ne peut pas se taire, on ne peut pas ne pas témoigner, on ne peut pas au nom de tous nos amis qui sont là-bas, de nos organisations membres, des militants des droits humains qui prennent des risques pour dénoncer ce qui se passe, on ne peut pas se taire. Vous savez, malheureusement, en 1993, la FIDH a alerté sur l'imminence d'un génocide au Rwanda. Et le fait d'avoir tiré la sonnette d'alarme n'a pas évité que ce génocide soit commis. Et donc c'est là aussi les limites des ONG, c'est qu'elles ne peuvent évidemment pas tout faire. On est aujourd'hui dans cette position d'alerte de la gravité des crimes qui sont commis au Burundi et surtout de leur nature, du fait que des gens cyniques vous diront 700 morts c'est moins que les 50 000 morts du Sud-Soudan, certes, mais potentiellement ce qui est en train de se passer, le Sud-Soudan est un État déstructuré dans lequel il y a des milices, etc. Au Burundi, il y a un État structuré qui est en train de s'organiser pour commettre des crimes en silence. Or, on a effectivement, la communauté internationale a les moyens de mettre une pression sur le Burundi pour l'obliger à arrêter de commettre ces crimes, des sanctions ciblées, des embargos. Il y a déjà eu des sanctions financières qui ont été prises par l'Union européenne. Il faut accroître ces sanctions pour obliger le Burundi à retourner à la table des négociations et discuter avec l'opposition politique pour faire en sorte de trouver un arrangement et de revenir tout au moins à des accords tels que les accords d'Arusha qui avaient quand même mis fin à 10 ans de guerre et 300 000 morts. Donc on sait qu'au Burundi, c'est potentiellement extrêmement explosif. Merci beaucoup Florent. Je ne vous laisse pas, puisque j'ai le plaisir d'avoir le privilège ce soir de vous avoir. On va essayer de prendre avantage. Vos équipes qui sont au niveau du Congo Brazzaville actuellement, est-ce qu'elles sont dans les zones, est-ce que vous avez des informations dans les zones dans la capitale où il y a eu des bombardements? Oui, on est en train de recueillir toutes ces informations. Moi-même, je suis au sud du Niger, donc c'est compliqué de coordonner tout ça, donc j'ai pas les informations à vous livrer actuellement, immédiatement. Oui. Mais évidemment, on travaille sur ces situations. Ce que je peux vous dire, plus que des informations extrêmement précises sur les origines de ces tirs, etc., de ces bombardements, c'est que ce que l'on prévoyait, c'est-à-dire des risques de tension, on le prévoit exactement aussi au Congo voisin, en RDC, c'est-à-dire que le fait de priver politiquement le peuple de ses recours légitimes, de l'alternance au pouvoir, le fait que les élections ne sont pas un mode aujourd'hui d'alternance et de régulation de la société provoque des réactions violentes et pousse un certain nombre de personnes à utiliser la voie des armes, la voie armée, pour essayer de changer les régimes qui sont en place depuis parfois des décennies et des décennies. C'est pas des mouvements avec lesquels on est d'accord, mais la FIDH est un mouvement de droits humains et donc est contre toute prise de pouvoir par la force et de coup d'État, mais il n'en demeure pas moins qu'on ne peut pas rester non plus simplement sur nos principes et aveugle de ce qui est en train de se passer dans un certain nombre de pays africains où le pouvoir est confisqué par leurs dirigeants et font en sorte de pousser les personnes qui veulent des changements vers des solutions radicales. Les élections, c'est la solution la moins mauvaise, comme disait Churchill, de la démocratie, c'est-à-dire d'éviter justement qu'on soit obligé de prendre des armes, de tuer des gens, de faire des bombardements pour faire changer un pouvoir qui ne veut pas changer. Donc c'est ce message-là démocratique. Mais je reviendrai vers vous dès qu'on aura des informations précises sur ce qui est en train de se passer au Congo-Brazzaville, sur ce qui s'est passé au Pool, mais n'oubliez pas non plus que l'impunité est un véritable boomerang et un véritable mineur de situation. Pour ceux qui prennent le train en marche, que maintenant, c'est Florent Gilles qui est le responsable Afrique de la FIDH, entendu, la Fédération internationale des droits de l'homme, actuellement ici en Afrique dans des zones de conflit. Et donc, ils nous faisaient donc part des informations de leurs équipes sur le terrain. Rappelons que pour le cas du Congo-Brazzaville, certaines informations de certaines sources dignes de foi nous informent qu'aujourd'hui, c'est une chape de plomb qui est tombée sur le Congo-Brazzaville depuis la réélection
l'élection de M. Denis Sassou Nguesso le 20 mars dernier. Et donc, même l'Église aujourd'hui, qui généralement donne des informations ou plutôt se prend position par rapport à des violences, ne prend pas la parole. Des miliciens du Front patriotique du député Aimé Moigny et les agents de la garde républicaine, selon des sources, je dis bien que selon nos informations, la Direction générale de la sécurité présidentielle et de la Direction générale des surveillances du territoire sèment la terreur dans les rangs de l'opposition. D'après nos informations, donc, ils surveillent la population, arrêtent donc certains opposants et torturent sans cadre légal en toute impunité, disent nos informateurs sur place là-bas au Congo, Brazzaville, dans la ville de Brazzaville. C'est fort préoccupant. Nous espérons donc pouvoir revenir sur toutes ces informations très rapidement. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Donc, je vous disais que sur le Congo-Brazzaville, malheureusement, aujourd'hui, les téléphones sont écoutés, les conversations sont surveillées, les mails même interceptés. Enlevé donc, le colonel Mpika, par exemple, enlevé le 31 mars dans sa maison de Pointe-Noire par des hommes en uniforme. Certains de nos confrères donc ont affirmé le 4 avril dernier est toujours porté disparu et personne ne sait s'il est encore vivant, affirment donc certains de nos informateurs. C'est fort déplorable. Notre magazine arrive inexorablement donc vers la fin. Pour nous servir ce soir à la réalisation, c'est toujours lui, c'est Nancy Bouloukoué. Il fait un sourire. On espère vous retrouver très nombreux mardi prochain. Depuis le sud du Niger, c'est Florent Gel, responsable Afrique de la FIDH, entendu, Fédération internationale des droits de l'homme. Dans vos délicates oreilles, je suis Juvenal Noël, votre humble serviteur. Rendez-vous est pris mardi prochain à 19h. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam Tam Tropical, l'Afrique chez vous. Chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel.